pour cette conférence en compagnie de Raphaël Payeur. C'est une conférence qui est attendue depuis longtemps. Ça fait très longtemps qu'on veut entendre Raphaël Payeur nous parler de cette fameuse loi de polarité, là, dans les termes les plus accessibles à tout le monde. Alors, Raphaël Payeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune homme de 22 ans. Et vous allez voir qu'à travers ce canal parfait, la révélation de la révélation se continue sous nos yeux. On accueille donc maintenant, avec un grand plaisir, comme d'habitude, notre ami Raphaël Payeur. Alors, Raphaël, en tout cas, tu as tellement de choses à dire sur cette loi de polarité que je vais te laisser un champ maximum, très large, pour t'exprimer. Je ferai que quelques petites interventions. Et après la première heure, il y aura donc une pause de 20 minutes. Et ensuite, je vous engage à poser toutes vos questions par écrit sur les petites feuilles qui sont disponibles dans la salle d'accueil et nous les faire parvenir en avant. Toutes vos questions concernant la première partie de cette conférence. Alors Raphaël, à toi la parole sur la loi de la polarité. Alors bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous une fois de plus dans le cadre des samedis soirs du mois de septembre où on aborde la question des lois. Alors si on fait rapidement une rétrospective de la semaine dernière, puisqu'on a introduit le champ de la loi et qu'on a besoin en quelque sorte de certains éléments de cela pour pouvoir mieux comprendre ce soir, eh bien on avait vu que ultimement l'homme devait éventuellement se réharmoniser aux lois, c'est-à-dire aux lois que, dans certains milieux, on appelle les lois de Dieu, ou les lois cosmiques, ou les lois naturelles, peu importe. L'homme doit se réharmoniser à ces lois parce que la loi, dans le monde, c'est le reflet de l'esprit. Et ce soir, nous allons comprendre en quoi la loi dans le monde, c'est le reflet de l'esprit. Donc, étant le reflet de l'esprit, lorsque on s'harmonise à cette loi, lorsque l'on suit les directives qui nous ont été léguées en Atlantide par des instructeurs pour notre réharmonisation à la lumière, eh bien, à partir de ce moment-là, suivant les lois, on devient semblable à la loi. Ce que les anciens hébraïsants avaient symbolisé dans le fait qu'ils avaient mis dans l'Arche d'Alliance les tables de la loi, pour bien montrer qu'éventuellement, lorsqu'on veut établir l'alliance avec les plans supérieurs, on a besoin en soi d'avoir la loi. Devenant semblable à la loi, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, on sait que le semblable sera cher au semblable. C'est une autre des lois en ésotérisme. De telle sorte que lorsque vous devenez semblable à la loi, vous entrez en résonance avec ce qui, dans les plans supérieurs, a donné naissance à ce qu'on appelle les lois de la nature, qui est l'esprit. Donc, vous entrez en résonance avec l'esprit et c'est les fiançailles. Les fiançailles qui seront consumées, comme nous le verrons tout à l'heure, à la 4e initiation mineure. Et éventuellement, le mariage, on verra les phases qui peuvent nous amener là. Mais essentiellement, être harmonieux avec les lois, c'est d'être capable d'entrer en résonance avec les plans de l'esprit. Exactement comme lorsque vous faites vibrer un diapason, le diapason qui est à côté, qui est sur la même tonalité, qui est en accord, va se mettre à vibrer à distance. Alors nous qui sommes sur les plans de la matérialité, si nous commençons à vibrer à ce qu'est la loi, eh bien nous entrons en résonance avec les plans de l'esprit. Et là, l'esprit peut descendre, et là, l'esprit peut se manifester. Bon, alors ça, c'est le cadre général dans lequel on peut aborder le phénomène de la loi. Maintenant, ce soir, on parle plus précisément de ce que j'ai appelé, alors que je l'avais conscientisé il y a quelques années, la loi de la polarité, ou ce qu'on pourrait appeler le mensonge. La loi de la polarité est à deux niveaux distincts. D'abord, il y a la loi de la polarité à un niveau purement humain, et il y a la loi de la polarité à un niveau cosmique, à un niveau universel. C'est les deux paliers de cette loi que nous allons aborder ce soir. La loi de la polarité ou le mensonge sur un plan humain. En quoi ça consiste? Le mensonge sur un plan humain, ça consiste à réaliser que lorsque on entre en contact avec le monde, lorsque on reçoit un enseignement, lorsqu'on reçoit des dogmes dans certaines institutions, lorsqu'on reçoit quelque chose, quel qu'il soit, que l'on identifie à un enseignement ou à un savoir ou à une connaissance, c'est toujours en rapport et en proportion avec son propre taux vibratoire. On ne peut pas recevoir n'importe quoi.
Et en ésotérisme, l'une des choses fondamentales que les écoles initiatiques enseignent à leurs chélats, enseignent à leurs aspirants et éventuellement à leurs initiés, c'est à se taire. C'est-à-dire à être capable de respecter cette loi des limites vibratoires. On n'a pas le droit d'entrer dans un milieu et d'apporter des choses qui ne conviennent pas à ce milieu. Chaque personne selon son niveau d'évolution, chaque personne selon le travail qu'elle a fait dans ses existences antérieures, le travail qu'elle fait maintenant sur elle-même, son harmonisation avec la loi, c'est-à-dire son contact avec l'esprit, eh bien, chaque personne peut recevoir une certaine dose d'enseignement, une certaine dose de connaissance. Et la loi du mensonge, c'est ce qui permet à un être humain qui parle de transmettre les mensonges qui conviennent pour qu'un individu reçoive exactement la vibration dont il a besoin. Pas plus, pas moins. Autrement dit, le problème, c'est que l'on veut la vérité. Le problème, c'est que l'on croit que la vérité est en adéquation avec le réel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que lorsque, par exemple, un scientifique prétend décrire, avoir la vérité, décrire un phénomène, il ne pense pas qu'il décrit un phénomène à travers un mensonge. Il croit qu'il décrit le réel. Quand Rutherford a fait son modèle atomique, il croyait qu'il décrivait le réel. Aujourd'hui, on sait très bien, en regardant l'atome de Rutherford, qu'on enseigne d'ailleurs encore dans les cégeps et dans les secondaires, que ça ne correspond pas du tout à notre compréhension actuelle de l'atome. Alors, vous vous rendez bien compte que la science elle-même est un amoncellement de mensonges. C'est-à-dire, elle est un amoncellement de compréhension qui progressivement s'ajuste sur quelque chose. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la science avec un regard historique, qu'est-ce que l'on fait? On dit, voilà, Rutherford s'est trompé. Newton s'est trompé parce que F est égal à ma et toutes ces lois de la mécanique newtonienne, c'est quelque chose de dépassé. Aujourd'hui, on a la mécanique einsteinienne, on a plutôt la théorie de la relativité d'Einstein. Donc, on va à un autre niveau et on a tendance à dire, ben Newton, il s'est trompé, Newton a fait une erreur. Totalement faux. Ce raisonnement est injuste parce que Newton avait la vérité de son époque, avait la vérité des gens qui l'entouraient, qui avaient besoin du F est égal à ma. Et la meilleure preuve qu'on a de ça, c'est que le F est égal à ma a construit notre société industrielle, a construit notre société technologique et scientifique. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la réalisation humaine, et qu'on regarde les lois qui ont été découvertes autrefois, pas sur un plan absolu, mais sur un plan pragmatique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles ont donné sur un plan pratique. On se rend compte qu'elles ont donné des choses extraordinaires. Alors on ne peut pas dire c'est une erreur, on ne peut pas dire c'est une bévue. Non. C'est la vérité, mais la vérité à un niveau. C'est-à-dire une énergie qui nous permet de faire un travail et un autre travail et un autre travail. Mais l'erreur, c'est de croire que cette vérité, un jour, est en adéquation avec ce qu'on appelle, d'une façon pompeuse, le réel. Et tout à l'heure, on va voir qu'est-ce que c'est que le réel lorsqu'on va aborder la question du mensonge cosmique. Et on va se rendre compte que dans la vibration humaine, dans le travail humain, il n'y a jamais de contact avec le réel. Il n'y a jamais de contact avec le réel. Il y a toujours des constructions de l'intelligence incarné à travers le cerveau, incarné à travers les différents véhicules de l'homme, il y a toujours des constructions qu'on appelle des vérités, qui sont tout à fait justes, qui sont tout à fait à la bonne tonalité dans leur époque, dans leur milieu, dans leur culture. Si on les sort de cette époque, si on les sort de cette culture, là, elles sont une erreur. Si on continue à s'entêter parce que, bon, c'est ce que Madame de Blavatsky disait, c'est ce que le Bouddha disait, ne croyez pas aux écrits des sages parce que ce sont des sages qui les ont écrits, ne croyez surtout pas à la tradition parce qu'elle est ancienne. Bon, il faut pas dire parce que ce savoir-là est très ancien que c'est un savoir éternel, que c'est un savoir qui a une valeur pour toujours. C'est une vérité qui est locale. C'est ça le mensonge à un niveau strictement humain. Parce que, regardez, prenons un autre exemple de la science, prenons l'exemple de l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est toujours quelque chose de voilé. En ésotérisme, il y a toujours des voiles. Hein? C'est d'ailleurs phonétiquement, le mot ésotérisme et le mot érotisme est très proche. Hein? D'ailleurs, on avait déjà annoncé une de mes conférences au Salon du livre de Sherbrooke, l'érotisme en 1983, alors que c'était l'ésotérisme. Les deux sont très proches et ils sont très proches dans leur réalité. C'est-à-dire, c'est une affaire de voilement et de dévoilement. L'ésotérisme fonctionne toujours en dévoilant un peu les choses et en les revoilant.
Et c'est un jeu de voilement-dévoilement, l'ésotérisme. L'ésotérisme, ce n'est jamais quelque chose de clair, ce n'est jamais quelque chose d'éternel qui s'établit et qui sera là pour jusqu'à la fin des temps. C'est toujours une vérité qui est en mutation. C'est toujours une vérité qui est plus ou moins aperçue, plus ou moins perçue par les gens. Donc, c'est pourquoi en ésotérisme, il y a des degrés. Alors, toutes les écoles ésotériques authentiques sont organisées par degrés. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler des degrés, hein? Mais c'est une mauvaise compréhension du phénomène des degrés. Les degrés dans les écoles ésotériques sont là parce que il y a des gens qui sont à un certain niveau. Alors, ils peuvent recevoir un certain enseignement. Mais ils doivent faire un travail sur eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent se transformer au niveau vibratoire, au niveau de leur psychologie, au niveau de toute leur constitution, pour en recevoir plus, pour que le voile se lève un tout petit peu plus, un tout petit peu plus. Donc, il y a des degrés. Regardez l'Église, elle a ses degrés d'ordre mineur, ses ordres majeurs, son épiscopat. Les écoles ésotériques ont leurs degrés, les mouvements maçonniques ont leurs degrés, parce que ils veulent préparer les gens par étapes à recevoir toujours davantage une vibration, disons, qui s'accélère sur le plan strictement de la fréquence. Et je vous citerai un évêque du 5e siècle, Synésius, qui avait bien décrit le phénomène lorsqu'il disait, parce que l'Église au départ était une Église gnostique, était une Église de la connaissance, et cet évêque, Synésius, disait ceci: « La vérité doit être tenue secrète, et les masses ont besoin d'un enseignement proportionné à leur raison imparfaite. » Eh bien, ça, c'était un homme qui comprenait la loi du mensonge sur un plan humain. À savoir que lorsqu'une personne n'est pas prête, on n'a pas à lui transmettre une vérité qui ne correspond pas à son travail. On doit respecter sa limite vibratoire. Il y a certains lieux, il y a certains personnages qui ont besoin d'une certaine limite vibratoire. On ne peut pas le violer, cette limite vibratoire. Regardez, je vous donnerai un exemple. On a à Sherbrooke une cathédrale, et dans le sous-sol de la cathédrale de Sherbrooke, on fait des salons de la chasse. Ça convient pas. Lorsqu'on fait un salon de la chasse dans le sous-sol d'une cathédrale, on ne respecte pas la limite vibratoire de ce lieu. On introduit une vibration qui est parasite. Eh bien, si ça se fait au niveau d'un lieu, ça peut se faire aussi au niveau d'un individu. C'est pourquoi le pape ne parle pas du 3e message de Fatima. C'est pourquoi le président des États-Unis d'Amérique n'a pas élucidé le phénomène OVNI. Jimmy Carter avait prétendu qu'il éluciderait le phénomène OVNI en devenant président américain. Lorsqu'il est devenu président américain, il a compris qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dites. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut que, pour qu'une vérité passe et qu'elle fasse un travail constructif, il faut que les gens soient sur la même longueur d'onde. S'il y a un désaccord, ça va pas. S'il y a un désaccord, la vérité d'abord, elle ne passera pas. Et si elle passe, elle va créer des chocs, elle va créer des bouleversements qui sont tout à fait inutiles. Donc, il faut être capable de doser ses enseignements au niveau de chaque personne. Et c'est, par exemple, ce que l'on fait dans le système d'éducation. Dans le système d'éducation, bien que malheureusement on s'en tienne à la masse et qu'on n'aille pas pour des raisons, disons, pratiques à chaque individu, eh bien, au primaire, on donne une certaine matière, au secondaire, une certaine matière, à l'université, une certaine matière. Et personne n'a envie d'enseigner le calcul intégral et différentiel à des gens qui savent pas faire une addition. Ça fait pas de sens. Eh bien, de la même manière, dans la diffusion de la vérité, il y a des degrés. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que ces degrés, ce sont tous des degrés de vérité. Et que quand quelqu'un est à un certain degré de vérité, c'est son degré de vérité. Et on n'a pas à juger que maintenant c'est dépassé ou etc. Non, c'est la façon dont il fonctionne. Et c'est pour lui ce qui est. Et c'est ça qui est essentiel. Parce qu'il va se sécuriser avec ça, il va faire un certain travail, mais lorsque ce sera le temps, il devra laisser ce degré-là passer à un autre. Mais ça se fait. Ça se fait, et si l'individu ne fait pas l'effort, bien c'est sur les plans extérieurs, par les influences, que éventuellement cet individu est amené à faire le changement, à apporter le changement. Alors, disons que au niveau strictement humain, c'est ce que je veux dire lorsque je parle de la loi du mensonge. Parce que vous réaliserez bien ceci, c'est que, par exemple, un instructeur va pouvoir très bien dire à des étudiants de premier niveau quelque chose, hein, parce que ils ont besoin de ça. Et à des étudiants qui ont passé d'autres étapes dans leur développement intérieur, il pourra leur dire des choses qui semblent contradictoires. Il pourra ajouter des choses, et des choses sembleront contradictoires. Vous qui regardez ça de l'extérieur, vous pouvez dire, mais il a menti, cet instructeur.
Hein? D'ailleurs, ça avait fait tout un chaos lorsque j'avais dit, j'avais parlé à l'intérieur d'une certaine école, j'avais dit que les instructeurs de cette école avaient menti. Bon, évidemment, il fallait expliquer le contexte. Je voulais dire qu'ils ont réduit leur connaissance, réduit le taux de leur connaissance jusqu'à passer quelque chose. Bon, lorsque j'allais au primaire, hein, ce qui me fatiguait beaucoup lorsque on avait des cours de sciences naturelles, c'est que le professeur mentait. Bon, à l'époque, j'acceptais pas la loi du mensonge. C'est-à-dire que le professeur parlait des roches, hein, et il disait qu'une roche, qu'un minéral, qu'un minerai, c'était toute la même chose. Ah, cette pauvre madame, c'était Madame Cloutier à Quaticook, cette pauvre madame, elle a eu du fil à retordre parce que moi, j'arrivais avec mes encyclopédies, mes textes, et je disais, une roche, c'est pas la même chose qu'un minéral. Parce qu'une roche, c'est un composé de plusieurs minéraux. Donc, on peut pas dire que c'est la même chose. Un minerai, c'est quand il y a du métal à l'intérieur. Bon, alors je faisais toutes les distinctions comme ça, puis je levais la main, puis je piquais constamment à l'intérieur du cours de sciences naturelles parce que c'était des choses qui m'intéressaient. Eh bien, c'est parce que je comprenais pas qu'il y a des limites vibratoires et que c'est très bien en 6e année de dire aux gens des roches, des minéraux, bon, puis pas faire de distinction. C'est pas le temps de faire des distinctions là. C'est déjà assez d'étudier quelques rudiments de sciences naturelles. Donc c'est exactement ça. Mais elle mentait. Lorsqu'elle disait à ses étudiants qu'une roche puis un minéraux puis un minerai, c'était la même chose, elle mentait. Eh bien, de la même manière, lorsque vous allez voir des conférences d'ésotéristes ou vous lisez des livres, c'est des mensonges. Mais c'est des mensonges à votre niveau. C'est des mensonges qui vont vous faire du bien, qui vont vous aider à progresser au niveau du savoir. Même les livres les plus érudits dans le domaine de l'ésotérisme que vous pouvez trouver dans les librairies les plus spécialisées, ce sont des mensonges. C'est-à-dire, c'est un savoir à un niveau très ralenti par rapport à ce qu'un ange, par rapport à ce qu'un archange, par rapport à ce qu'un céleste pourrait savoir de ces choses. Alors, lorsque ces instructeurs célestes entrent en contact avec nous, ils réduisent leur taux vibratoire, sinon ils nous brûleraient. Instantanément, ils opèrent un phénomène de combustion en intégrant en nous des connaissances qui sont beaucoup trop élevées, qui nous échappent complètement, que notre cerveau ne peut pas traiter. Alors, il faut respecter d'une façon très, très précise, ces lois de limite vibratoire, ces lois du mensonge. Et accepter qu'à une certaine époque, bien, c'est tel mensonge qui est bon. Et qu'à une autre époque, c'est tel autre mensonge. Mais l'idée, c'est que on accroche un caractère, disons, moral à cela. Et c'est vrai que le mensonge est tout à fait négatif, c'est-à-dire si vous avez vu quelqu'un se faire frapper, qu'on vous demande est-ce que le chauffeur a continué ou ici il est arrêté, et que vous l'avez vu s'arrêter, que vous dites il a continué, là c'est mauvais parce que vous êtes à un niveau d'un phénomène, vous êtes au niveau d'un fait et ce n'est pas positif de mentir à ce moment-là. Alors, il faut pas dire que tous les mensonges sont positifs. Il faut pas dire que l'idéal, c'est de mentir. Le mensonge est à la fois, dans la tradition ésotérique, on dit que le mensonge est à la fois un meurtre et un suicide. Pourquoi? Parce que si vous avez vu la personne s'en aller, bon, si vous avez vu la personne arrêtée, gardons notre même exemple, lorsqu'elle a frappé un individu. Eh bien, dans l'invisible, qu'est-ce qui s'est produit? Dans les plans de la mémoire, dans les plans invisibles, on a gravé la mémoire du fait que l'individu s'est arrêté. Si vous vous dites, l'individu s'est arrêté, il n'y a pas de problème. Vous êtes en concordance avec les faits, avec ce qui existe sur les plans invisibles de la mémoire de la planète. Mais si vous dites, l'individu a continué, qu'est-ce que vous faites? Vous créez une forme pensée, une idée du fait que l'individu a continué. Cette forme pensée que vous venez de créer, le mensonge que vous venez de dire, s'en va sur les plans invisibles. Et là, il rencontre la forme pensée qui correspond à la même réalité, c'est-à-dire la personne qui s'est arrêtée. Parce qu'elles correspondent au même phénomène, au même fait. Donc, elles se retrouvent nécessairement ensemble. Et là, c'est à la fois un meurtre et un suicide. Dans le sens où la forme pensée que vous avez créée, elle va s'auto-détruire en prenant contact avec la forme pensée de la réalité. Donc, vous tuez la forme pensée de la réalité, de ce qui s'est produit, et vous tuez vous-même. Vous créez un phénomène à la fois de suicide et de meurtre. Bon, alors, sur les plans invisibles, c'est négatif. Tout mensonge à ce niveau-là est négatif. Mais si vous rencontrez une personne et que cette personne a besoin d'une certaine forme d'enseignement et que vous lui transmettez parce que vous avez été à l'université, vous avez eu telle formation, vous allez lui transmettre quelque chose qui ne lui convient pas du tout, vous n'êtes pas capable de réduire le taux vibratoire de votre communication pour que ça passe, eh bien là, vous faites un dommage beaucoup plus grand que si vous lui disiez, eh bien, oui, une roche ou un minéral ou un minérai.
Là, il n'y a pas de problème. La personne, elle comprend et elle se situe. Bon, ça, c'est le mensonge au niveau humain. La loi du mensonge au niveau humain. La loi du mensonge, maintenant, il y a dans l'individu quelque chose qui progressivement le fait passer au-delà. Dans l'évolution d'un homme, il y a une progression qui se passe. Et progressivement, l'individu, l'homme, en arrive éventuellement à une transcendance de ce mensonge humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'homme est capable d'aller au-delà de toutes ces formes de connaissance, de toutes ces formes de savoir. Il passe donc par ce qu'on pourrait appeler une transcendance du mensonge humain. Et c'est cette transcendance du mensonge humain qui le fait entrer en conscience dans ce qu'on appelle le mensonge cosmique. Donc, il y a, en tout cas pour ce soir, c'est un mensonge, mais il y a deux niveaux de la loi du mensonge. Il y a un niveau strictement humain, qu'on vient d'expliquer rapidement, et il y a un niveau cosmique. Et le passage, la progression se fait en 4 étapes. Tout dans l'univers se fait par 4 étapes. Ça, les kabbalistes, je le répète, avaient très bien compris ce phénomène. Dans leur nom sacré de Dieu, Yod et Voé, Yehovah. Et dans ce nom sacré de Dieu, la première lettre, Yod, c'est la semence, c'est le germe. C'est ce qui vient d'en haut et qui va commencer à se manifester sur le plan matériel. C'est le Yod. La deuxième lettre, c'est le Hé. C'est le milieu. C'est le sein maternel dans lequel va se développer ce germe. La troisième lettre, c'est le Vo, c'est le fils. C'est ce qui sort de la conjonction de ces 2 premières lettres. Et la quatrième lettre, le deuxième Hé, c'est le début, la mère de quelque chose à un niveau supérieur. Bon. Alors, si vous avez ce schéma-là, vous pouvez comprendre les 4 étapes qui permettent à l'homme de passer progressivement de la loi du mensonge humain, qui est une loi au niveau de l'intellect, au niveau du mental inférieur, à la loi du mensonge cosmique. Premier niveau, première étape, c'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est le Yod. C'est-à-dire que dans le cheminement de l'homme, à un moment donné, il reçoit ce qu'on appelle l'intuition. Hegel, le grand initié Hegel, disait « La sagesse parle du fond du cœur ». Bon. L'intuition, c'est cardiaque. L'homme reçoit, et dans la conférence sur le mécanisme de prophétie, on l'a expliqué, donc je ne m'attarderai pas trop là-dessus. L'homme reçoit au niveau du cœur, par le biais de l'intuition, une connaissance qui vient des plans supérieurs, du plan qu'on va étudier tout à l'heure comme étant le plan de l'esprit vital, premier plan supramental. Alors, il reçoit ça au niveau du cœur, c'est l'intuition. Quand un homme commence à être intuitif, c'est cette première étape vers une conscience tout à fait autre, une conscience transcendante du monde, si on veut, purement intellectuel, où s'établit la loi du mensonge, où s'établit cette loi de l'altérité, où s'établit cette loi du vrai et du faux, du bien et du mal. Le vrai, le faux, le bien et le mal, ça n'existe pas au-delà du mental. C'est le mental inférieur qui conçoit l'idée de bien, l'idée de mal, l'idée de vrai, l'idée du faux. Au-delà du mental, dans les sphères universelles, il n'y a plus de vrai et faux, il n'y a plus de bien et mal. Ça, c'est une polarité humaine. Mais l'homme se dégage de cette loi du mensonge, cette loi de la polarité humaine, en passant premièrement par l'étape de l'intuition. Deuxième étape, c'est l'étape du contact. C'est ce qu'on appelle les contactés. Les gens qui reçoivent une information, encore une fois, transcendante, par ceux qu'on appelle les messagers, les agélos, par les différents célestes qui sont sur les plans invisibles. Ça, ce sont les contactés. Troisième étape, c'est le ravissement. Ce que le docteur angélique, Thomas d'Aquin, appelait le ravissement. C'est l'homme qui est capable, pour un certain temps, de quitter les structures de sa personnalité, de transcender son corps physique, éthérique, astral, mental, d'aller sur les plans supérieurs de la personnalité. Il est ravi. Saint Paul dit, je connais un homme qui a été ravi dans le Christ jusqu'au 3e ciel. Donc, il y a des gens qui sont capables de s'élever sur les plans supérieurs, au niveau, grâce à une ascèse, un entraînement ésotérique, au niveau de leur personnalité. Ça, c'est la 3e étape. La 4e étape, c'est l'expérience qu'on appelle l'expérience de la fusion. Donc, vous avez l'intuition d'une part, le contact, le ravissement et la fusion. Les 4 grandes étapes qui font passer l'homme de la loi de la polarité vulgaire, humaine, le vrai, le faux, les enseignements qui sont à différents niveaux de compréhension qui correspondent aux gens, à une introduction dans ce que on appelle le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, ce n'est pas l'homme qui le crée. Et le mensonge cosmique, ce n'est pas le mental qui le crée. C'est-à-dire, c'est pas ce mensonge du vrai et du faux. C'est pas ça. Le mensonge cosmique, c'est un mensonge divin. C'est Dieu qui crée le mensonge cosmique. Et je me référerai ici au livre des Proverbes, donc un livre de la Bible où on écrit ceci. Cacher les choses, c'est la gloire de Dieu. Les découvrir, c'est la gloire des rois.
Alors, dans le livre des Proverbes, parce que dans ces écrits ésotériques, il y a déjà toute la base de l'enseignement ésotérique occidental moderne. Alors, dans ce livre des Proverbes, on dit très bien que cacher les choses, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, cacher les choses? C'est ce que j'entends par le mensonge cosmique. C'est que Dieu cache des choses. C'est sa gloire. L'homme, lui, lorsqu'il devient roi, il peut les transcender, il peut les dévoiler, ces choses cachées. Mais quand est-ce qu'un homme devient roi? Eh bien, dans des conférences antérieures, on a très bien expliqué le fait suivant, qu'un roi, c'est celui qui, selon l'étymologie latine, regalis, a la règle, a la loi. Alors, l'homme qui devient la règle, qui devient la loi, qui a en lui la loi intérieure, c'est un homme qui est un roi. C'est un homme qui trône sur les choses. Et c'est ces rois qui sont capables, lorsqu'ils transcendent le domaine de la loi, qui rentrent progressivement dans les plans de l'esprit, ce sont ces hommes qui sont capables de dévoiler les choses que la divinité a cachées à l'homme et a cachées aux différentes créatures de la hiérarchie. Et lorsque cet homme devenu roi dévoile les choses, là, il entre dans sa gloire. C'est ça la gloire de l'homme. La gloire de l'homme, c'est d'en arriver au-delà des différents niveaux de mensonges qui lui ont permis de s'incarner. Parce que la loi du mensonge, c'est la loi de l'incarnation. Si aujourd'hui, nous savions que nous ne sommes pas des hommes, qu'est-ce qui arriverait? Si aujourd'hui, nous savions que nous ne sommes pas des égaux, qu'est-ce qui arriverait? Si aujourd'hui, nous savions que nous ne sommes pas des dieux, qu'est-ce qui arriverait? Il faut que l'absolu, qui est sur le premier plan cosmique, donc à très très loin de nous, il faut que l'absolu mente pour qu'il puisse descendre au deuxième plan cosmique, au troisième plan cosmique, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, et que sur le septième plan cosmique, il devienne un pauvre petit dieu d'un système solaire. Mais ce pauvre petit dieu d'un système solaire, s'il savait qu'il n'est pas ce pauvre petit dieu du système solaire, mais qu'il est en fait l'absolu, et que l'absolu n'a jamais créé quelque chose à l'extérieur de lui-même, l'absolu a toujours été. Si ce petit dieu concevait qu'il n'est pas ce petit Dieu, bien là, il y aurait un retour à l'absolu. Et il n'y aurait pas l'expérience de l'incarnation. Pour que on soit incarné, pour qu'aujourd'hui, on puisse vivre le maximum d'expérience sur le plan matériel, parce qu'on est ici dans une école pour apprendre sur le plan matériel. Si on veut prendre le maximum sur ce plan, il faut croire qu'on est des hommes. Il faut croire qu'on est des êtres limités avec certaines facultés intellectuelles, certaines émotions, certaines potentialités biologiques. Si on ne croit pas ça, c'est fini. Si on ne croit pas ça, on n'est plus capable de tirer l'expérience de ce monde, de cette vérité dans laquelle on est, qui est la vérité physique. Ben, c'est ça, le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, c'est ce qui permet la descente de l'absolu. C'est ce qui permet, en fait, l'existence de la création. Bon. Je vais vous parler brièvement de ce mécanisme de descente, c'est-à-dire de ce processus du mensonge sur les différents plans. Mais on va s'en tenir ce soir au septième plan cosmique, c'est-à-dire le plan dans lequel on évolue en tant qu'humain dans des systèmes solaires, c'est-à-dire tous les univers que l'on connaît. Tous les univers que l'on connaît avec les galaxies, aussi loin qu'on puisse aller les chercher avec des radiotélescopes, à des milliards d'années-lumière, ça change rien. Tout cet univers-là correspond au septième plan cosmique. Et dans ce septième plan cosmique, il y a 7 degrés vibratoires différents. Dans ce septième plan cosmique, il y a un premier degré vibratoire, un premier sous-plan, si on veut, ou un niveau, qu'on appelle le premier niveau cosmique éthérique. Bon, c'est ce que, en psychologie ésotérique, je suis en train de donner actuellement à Sherbrooke une série de conférences sur psychologie ésotérique. C'est ce qu'en psychologie ésotérique, on appelle le premier éther, le premier niveau éthérique cosmique. Ça, c'est en haut du septième plan cosmique. C'est ce que dans la tradition ésotérique avec un langage plus traditionnel, disons, c'est ce que cette tradition appelle le monde de Dieu. C'est très important de faire le parallèle entre la linguistique, la terminologie moderne, contemporaine dans la psychologie ésotérique et la terminologie ésotérique traditionnelle. Parce que on cesse de croire que c'est deux choses différentes. Et on commence à comprendre que les deux clans disent la même chose. Alors vous avez ce premier plan cosmique, éthérique, qui correspond au monde de Dieu. Dans ce monde-là, il y a ce que les anciens Grecs appelaient le logos, ce que les orientaux appelaient Adi, ce que nous appelons Dieu. Alors Dieu,
La vibration qu'on appelle Dieu, elle se situe dans ce plan. Bon, c'est le logos des Grecs. Ensuite, vous avez le deuxième sous-plan, si on veut, de ce septième plan. Vous avez ce deuxième niveau qu'on appelle le deuxième plan cosmique éthérique, que dans la tradition, on appelle, dans la tradition ésotérique, on appelle le monde des esprits vierges. Dans ce monde-là, dans ce deuxième niveau, dans ce deuxième éther cosmique, vous avez encore ce même Dieu, mais ce Dieu qui s'est différencié, qui a fait, bon, souvent je parle en conférence des divines, des étincelles du Dieu originel qui descendent et qui s'incarnent. Dans ce monde des esprits vierges, dans ce deuxième éther cosmique, vous avez l'esprit individuel de chacun. Vous avez l'étincelle divine, l'étincelle de lumière qui est en vous actuellement, qui brille à l'intérieur de vous et qui fait que vous êtes un homme, que vous êtes une entité émanée de la divinité et qui allait retourner à la divinité, c'est-à-dire à la source originelle de toute chose. Bien, cette étincelle divine, elle se différencie, elle existe vraiment dans ce deuxième éther cosmique. Bon, que on appelle le monde dans la tradition ésotérique qu'on appelle aussi le monde de la monade, ou le monde des esprits vierges. Ça c'est en fait l'esprit qui est en vous. Ensuite, il y a le troisième éther cosmique, le troisième plan cosmique éthérique, que en ésotérisme on appelle aussi le monde de l'esprit divin, dans lequel séjourne le premier véhicule que va prendre votre esprit. Parce que c'est pas simple, la constitution de l'homme. Mais si on comprend la constitution de l'homme, on comprend le mensonge cosmique. La constitution de l'homme, elle est aussi complexe que lorsque on ouvre le corps humain et qu'on essaie de comprendre les mécanismes. On se rend compte d'une complexité extraordinaire. Dans la constitution vibratoire de l'homme, c'est la même chose. Alors, on est d'abord esprit, étincelle divine, dans ce deuxième éther cosmique. Ensuite, l'esprit s'individualise encore davantage, c'est-à-dire qu'il se recouvre de voiles. Tout tantôt, je vous ai dit, en ésotérisme, on voile. Le premier voile dans lequel s'enveloppe l'esprit pour descendre, parce que l'esprit, c'est ça le mensonge, c'est ça que je vais essayer de vous faire comprendre. L'esprit, lui, peut pas descendre jusqu'à nous. Si l'esprit paraissait aujourd'hui sur le plan physique, tout serait détruit instantanément. C'est une lumière beaucoup trop puissante. Alors la lumière, elle doit se rapetisser dans sa vibration. Alors elle s'enveloppe d'un voile presque de matière, si on veut, d'un voile plus ténébreux qui va ralentir sa lumière. Et ce premier voile dans lequel l'esprit s'enveloppe, en descendant dans cette zone du troisième éther cosmique, c'est ce qu'en ésotérisme traditionnel on appelle l'esprit divin. C'est ce que les orientaux appelaient l'atma. Bon. Ensuite, vous avez le quatrième plan cosmique éthérique, le quatrième niveau cosmique éthérique, le quatrième éther cosmique, dans lequel, encore une fois, l'esprit va s'envelopper d'un autre voile, d'un deuxième voile. C'est ce qu'en tradition on appelle le monde de l'esprit vital. C'est le premier monde supramental. Parce qu'après ça, on tombe dans le mental, on tombe déjà dans certains niveaux de mensonges qui sont autres qu'on va expliquer maintenant. Mais dans ce première dimension du monde supramental, vous avez ce qu'on appelle le voile de l'esprit vital. Ce voile de l'esprit vital, chez les orientaux, on appelle ça le buddhi. Alors vous avez l'atma, qui correspond au voile dont on vient de parler tout à l'heure, au voile précédent. Vous avez le buddhi, ensuite chez les orientaux, qui correspond à l'esprit vital, ou qui correspond à ce premier voile supramental sur les plans supérieurs. Ensuite, vous entrez dans le monde, parce que là, on a passé 4 éthers cosmiques, vous entrez dans le monde cosmique gazeux, dans le plan cosmique gazeux. Parce que c'est constitué exactement comme le plan physique, c'est-à-dire vous avez les solides, les liquides, les gaz, les 4 éthers. Alors sur un plan cosmique, c'est la même chose. Alors vous entrez dans le monde gazeux. Le monde gazeux, c'est ce qu'on appelle le mental. Le mental est divisé, bon, tous les mondes sont divisés, mais on n'a pas le temps de parler de toutes les divisions. Au niveau du mental, c'est important, c'est pourquoi j'en parle. Il y a 2 grandes divisions dans le mental. Il y a le mental supérieur, le mental inférieur. Le mental supérieur était appelé par Sri Aurobindo le surmental. Dans le surmental, vous avez quoi? Dans le surmental, vous avez d'abord le troisième voile dans lequel l'esprit va s'englober. Ça, on appelle ça dans la tradition ésotérique traditionnelle, dans la tradition ésotérique tout court, ça va être suffisant, l'esprit humain. C'est ce que d'autres ésotéristes, à tendance plus orientale vont appeler le corps causal.
c'est le dernier voile dans lequel s'enveloppe l'esprit. Alors, vous avez quoi jusqu'ici? Vous avez le Logos, le Dieu du système solaire. Vous avez l'esprit, c'est-à-dire cette étincelle de ce même Dieu que vous avez en vous. Et vous avez trois voiles spirituels, si on veut, dans lesquels cet esprit s'est encapsulé. C'est ce qu'on appelle l'ego. L'ego de l'homme, c'est ce triple voile dans lequel l'esprit s'est incarné. C'est aussi ce qu'on appelle dans certaines traditions le double éthérique. Donc, vous avez cet ego qui se situe là. Bon, si on continue au niveau de notre mental supérieur. Dans le mental supérieur, vous avez ceci. Vous avez l'esprit humain, donc le dernier voile dans lequel s'englobe l'esprit. Et vous avez ensuite ce que Sri Aurobindo appelait le mental des dieux. Parce que cette zone du mental supérieur, c'est là où toutes les programmations de la création matérielle au niveau de la personnalité, au niveau physique, au niveau éthérique, au niveau astral et au niveau de l'intellect, au niveau du mental, existent. Dans la première subdivision du mental supérieur, vous avez l'idée, ce que Platon appelait l'idée, vous avez l'idée de toutes les formes qu'utilise actuellement l'esprit pour évoluer en tant que minéraux, roches, etc., en tant que végétaux, en tant qu'animaux et en tant qu'humains. Aujourd'hui, vous avez une quantité incroyable de formes diverses que prend la conscience lorsqu'elle est minérale, lorsqu'elle est végétale, animale et humaine. Ça, ce sont des formes absolument extraordinairement variées. Bon. Mais toutes ces formes existent dans le monde parce que il y a sur la première division du surmental, du mental des dieux, tous les programmes nécessaires pour créer ces formes. Dans la deuxième dimension du surmental, vous avez tous les programmes nécessaires pour créer la vie universelle qui va se manifester tant chez les végétaux, chez les animaux que chez les humains. Alors, toute la puissance vitale qui se développe dans le brin d'herbe que vous voyez croître, ou dans l'éléphant, ou dans la baleine, ou dans l'homme que vous rencontrez au coin de la rue, toute cette puissance vitale qui se développe, elle existe parce que il y a ces idées de vie dans cette deuxième dimension du surmental ou du mental supérieur, ou du mana supérieur, si on veut parler dans une terminologie orientale, pardon. Et vous avez la troisième subdivision de ce mental supérieur dans lequel il y a toutes les idées germes, toutes les idées qui donnent naissance aux émotions que vivent les animaux et les êtres humains. Alors, vous vous rendez compte du fait suivant, c'est que lorsque Sri Aurobindo et d'autres instructeurs de son niveau disent que l'homme, jusqu'à l'avènement de son contact avec le supramental, était dominé par le mental des dieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il est absolument dominé parce que l'esprit a mis comme idée de la forme, comme idée de la vie, comme idée des émotions. Alors, ces idées sont des programmes, comme on a des programmes dans les ordinateurs. Et lorsqu'ils entrent en fonction, ils créent des formes, une certaine structure, créent de la vie, créent des émotions. Alors, l'homme, il est lié par ces idées, jusqu'à ce qu'il puisse aller au-delà, jusqu'à ce qu'il puisse éveiller en lui toutes les dimensions de son ego. Mais avant cela, il est dominé complètement par le surmental. Alors ça, c'est le surmental, c'est le mental supérieur. Et c'est ce qui termine, si on veut, la structure de l'ego. Ensuite, vous entrez dans une autre structure qu'on appelle la personnalité. Dans la structure de la personnalité, bon, vous savez que tous les mondes sont divisés en 7 subdivisions. Le monde mental, on vient de voir les 3 premières. Vous avez ensuite la 4e subdivision du monde mental, qui est la dimension où se réfléchit l'ego dans la matière. Alors là, vous allez comprendre, c'est assez simple. On vient de voir de manière simple que vous avez d'abord le logos, vous avez ensuite, je répète pour que ça s'intègre, vous avez ensuite les étincelles divines, les esprits purs, ce que le nazaréen appelait le Père. Hein? Vous avez ensuite l'ego, dans les 3 voiles d'énergie dont on vient de parler. Bon. Si les esprits individuels existent, c'est parce que le logos, un jour, s'est réfléchi, si on veut, dans le monde inférieur. Et si l'ego existe, c'est parce qu'un jour, l'esprit, l'étincelle divine, elle s'est réfléchie dans les 3 mondes inférieurs suivants et a créé, a d'abord
transformé sa volonté dans le véhicule atmique, elle a transformé son amour-sagesse dans le véhicule bouddhique et elle a transformé son mouvement, son principe de mouvement dans son véhicule causal. C'est-à-dire que nous qui étions divins, qui étions pur esprit, qui étions trinitaires dans notre structure spirituelle, c'est-à-dire que nous avions la volonté, ce qui correspond au Père, l'amour-sagesse qui correspond à notre fonction de Fils et le mouvement qui correspond à notre fonction de Saint-Esprit, eh bien, lorsque on s'est réfléchi sur les plans inférieurs, on a donné naissance au véhicule, au véhicule atmique, à l'esprit divin. On a donné naissance au véhicule bouddhique, à l'esprit vital, et on a donné naissance au véhicule causal, c'est-à-dire à l'esprit humain. C'est simplement le fait que, en tant qu'esprit, on s'est réfléchi. Hein? On a réduit notre taux vibratoire et on s'est réfléchi sur les plans inférieurs. Mais lorsque vous vous regardez dans un miroir et puis que vous croyez que votre réflexion, c'est le réel, c'est un mensonge. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous n'êtes pas là, vous êtes là. Mais c'est exactement ça le mensonge cosmique. Lorsque vous regardez les choses, vous croyez que vous êtes là. Lorsque vous vous regardez, là, vous croyez que vous êtes là. Vous n'êtes pas là du tout. Vous êtes une réflexion de l'ego. Alors, vous devenez ego. Vous passez à un stade supérieur. Et là, vous pensez que vous êtes l'ego. Vous pensez que vous êtes là. C'est tout à fait faux. Vous êtes une réflexion de l'esprit. Là, vous devenez esprit. Vous pensez que vous êtes l'esprit. Tout à fait faux. Vous êtes une réflexion du logos. Alors là, vous êtes rendu au bout. Vous dites, merveilleux, je suis le logos. Tout à fait faux. Vous êtes une réflexion du 6e plan cosmique. Et ainsi de suite jusqu'au premier plan cosmique, jusqu'à l'absolu. Et l'absolu lui-même et sa propre réflexion. Et c'est là que le mensonge cosmique s'évanouit pour entrer dans la pleine intégralité de l'absolu. Alors, on en était à l'ego, c'est une parenthèse. On en était à l'ego. L'ego, lui, qui est la réflexion de l'esprit, il va encore une fois se réfléchir. Il va se réfléchir sur cette 4e dimension du monde mental, hein, qui va lui permettre d'entrer dans les plans inférieurs. Alors, il va se réfléchir d'abord dans le mental inférieur et il va créer ce qu'on appelle l'intellect. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir le mensonge humain, c'est-à-dire dire ça c'est vrai, ça c'est faux, toutes ces choses-là. Ça, c'est typiquement la fonction de la personnalité. C'est une réflexion de l'ego à un premier niveau. Alors, ce monde mental, il a donc cette 4e subdivision qui permet la réflexion de l'ego sur le plan de la personnalité. Et ensuite, vous avez la 5e dimension qui, elle, contient les archétypes hein, des émotions chez les animaux et chez les humains. Parce que c'est pas tout d'avoir une idée. L'idée doit devenir archétype, elle doit devenir forme pensée, elle doit se phénoménaliser sur les plans de la personnalité. Alors, vous avez cette 5e dimension. La 6e dimension, c'est le plan où se réfléchit l'idée de vie. Alors, vous avez tous les archétypes de la vie et finalement, le 7e plan, la 7e subdivision du monde mental, c'est là que se réfléchit toutes les idées de forme au niveau des différentes formes qui existent et c'est ce qu'on appelle les archétypes ou les formes pensées justement de la forme dans laquelle évolue l'esprit. Ça, c'est le mental. Vous avez votre intellect. Ensuite, vous avez encore l'ego qui se réfléchit sur un plan inférieur dans le monde astral. Et là, il crée le corps des émotions. Il crée ce qu'on appelle dans la tradition le corps du désir ou le corps astral, le véhicule astral par lequel on a des émotions, par lequel on se déplace. Et finalement, il se réfléchit encore davantage dans le monde physique. Et là, dans le monde physique, vous avez le corps biochimique. Le corps biochimique qui est composé du corps chimique tel qu'on le connaît, hein, avec des liquides, des solides et des gaz. Ensuite, vous avez un double de ce corps physique qu'on appelle le corps vital ou le corps éthérique qui permet la vie de cet organisme. Alors, vous avez l'ego qui se réfléchit dans ce qu'on appelle la personnalité. À l'intérieur du monde cosmique gazeux, à l'intérieur du mental pour créer l'intellect, qui devient d'ailleurs un lien entre l'ego et la personnalité inférieure. Vous avez ensuite une réflexion dans le monde liquide cosmique qu'on appelle l'astral. C'est pourquoi lorsqu'on parle d'astral, on met toujours des liquides. Si on vous parle d'une expérience initiatique où vous devez travailler sur votre astralité, sur votre émotionnalité, eh bien, on va mettre un dragon qui sort de l'eau. Dans les traditions, on voit très souvent ça, des dragons qui sortent de l'eau ou de la bête qui sort de l'eau, comme dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et finalement, sur le plan dense, sur le plan des solides cosmiques, eh bien là, vous avez votre réflexion biochimique, vous avez votre corps physique et avec son double éthérique. Eh bien, tout cela, c'est le mensonge cosmique.
Tout cela, c'est pour permettre qu'un jour, on puisse, pendant un certain temps, nous identifier à notre personnalité. Et puis pouvoir tout capter ce que l'on peut capter dans ce monde illusoire qu'est le monde de la personnalité, le monde de la création, si on veut. Ensuite, on pourra s'identifier à notre structure d'ego et faire un autre travail. Et c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'entrée dans le monde, dans le mensonge cosmique, il se fait par l'expérience qu'on appelle l'expérience de la fusion. Mais la fusion, elle s'opère à différents niveaux. À un premier niveau, la fusion, c'est une fusion avec les autres qui nous entourent. C'est-à-dire que l'altérité tombe, c'est-à-dire qu'on reconnaît que l'autre, c'est le même que nous. Alors, on reconnaît une unité de l'humanité. Ça, il y a des grands êtres qui l'ont vécu, comme le Nazaréen. Le Nazaréen, lorsqu'il a regardé Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem, c'est parce qu'il était totalement dans cette unité de l'humanité. Et pour lui, le pauvre ignorant du fin fond de Jérusalem, c'était lui-même aussi. D'ailleurs, c'est ce qu'il a enseigné plus tard en disant, la moindre petite chose que vous ferez à un homme, c'est à moi que vous le ferez. Il s'est identifié, il a fusionné à l'humanité. C'est la première expérience de fusion. C'est l'altérité qui tombe et une unité au niveau des humains qui s'établit. Deuxième niveau de fusion, c'est l'homme qui en arrive à se fiancer avec son ego. À la 4e initiation mineure, il y a des fiançailles avec l'ego. Parce que la 4e initiation mineure et les autres jusqu'à la 9e sont des initiations qui sont les initiations du contact entre l'esprit et le corps. Comme au 4e mois de gestation, c'est le moment où l'ego, où l'esprit prend contact avec sa personnalité, où il y a la corde d'argent des véhicules supérieurs, la corde d'argent des véhicules inférieurs qui fusionnent. C'est au 4e mois de la gestation. Comme c'est à la 4e époque, l'époque atlantéenne, que l'esprit est entré dans le corps humain. Bon. Alors, dans la 4e initiation et des initiations qui suivent, l'homme se fiance avec l'ego, avec l'esprit, et il commence à avoir un contact avec ce qu'on appelle son double éthérique, c'est-à-dire sa dimension supérieure, la source de la réflexion de sa personnalité, c'est-à-dire ce triple voile dont on vient de parler tout à l'heure, esprit divin, esprit vital, esprit humain, qui le constitue, Atmi, Buddhi et causal. Ensuite, il va aller plus loin. Hein? Il va se marier avec cet ego. Alors ça, c'est l'initiation où il y a une fusion totale avec l'ego. Ensuite, il va aller plus loin, c'est-à-dire qu'il va fusionner avec l'esprit pur. Et ensuite, il va aller plus loin, il va fusionner avec le Logos, c'est-à-dire qu'il va être remonté jusqu'à sa source, il va être lui-même devenu Dieu créateur. Mais qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on est un homme, que dans la prochaine incarnation de la Terre, on sera un surhomme, que dans l'incarnation suivante de la Terre, on sera un demi-dieu, et dans l'incarnation suivante de la Terre, on sera un Dieu créateur? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes un être humain? C'est une question de temps. Mais le temps, vous savez que nous, on y est soumis. Mais l'absolu, certains niveaux de divinité n'y sont pas soumis. Alors, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, on n'est pas Dieu créateur? Ce qui fait qu'actuellement, on n'est pas Dieu créateur, c'est qu'on croit qu'on est un homme. C'est-à-dire que l'on vit profondément. Mais là, c'est pas simplement une petite croyance comme il se faisait au début du christianisme, on baptisait avec des hauts arrosages. C'est pas ça pantoute. Lorsque je vous dis que l'on croit qu'on est un homme, c'est que l'on est complètement encapsulé dans le mensonge cosmique du fait que là, on est un homme. Et on en a besoin, c'est pas mauvais, c'est absolument nécessaire, sinon l'involution, il n'y a plus rien là. C'est nécessaire parce que là, on capte l'expérience humaine. Mais un jour, par notre propre développement intérieur, on change de taux vibratoire. Alors le mensonge pour nous change. Et là, on est un surhomme. C'est déjà beaucoup, d'ailleurs, Nietzsche avait aspiré beaucoup à devenir surhomme, mais on sera surhomme simplement parce que on nous comptera une menterie différente. Comme la personne qui a suivi son primaire, son cours de sciences naturelles, elle a cru, elle, que les roches, les minéraux, les minéraux, c'était la même chose. Mais quand elle devient géologue, elle comprend bien que c'est pas la même chose. Elle n'en veut pas son professeur qui lui enseigne autrement, mais là, elle est à une autre tonalité. Eh bien, un jour, on va passer à ce mensonge du surhomme, à ce mensonge du demi-dieu, à ce mensonge du Dieu. C'est-à-dire qu'on va progresser. Et évidemment, il est impossible de progresser sans cela. Et c'est par l'expérience de la fusion, c'est-à-dire au moment où on est capable, par notre travail intérieur, par notre développement, par notre entraînement ésotérique, à reconnaître que,
maintenant, le mensonge de la personnalité, il me prend plus complètement. Je vous donne un exemple. Il y a des gens qui sont complètement contrôlés par leur personnalité. Ils voudraient pas fumer, ils fument. Bon, c'est un problème lorsqu'on veut pas fumer et qu'on fume quand même. Bon, ils veulent pas boire d'alcool, mais ils boivent d'alcool jusqu'à se ramper sur le sol. Bon, ils ne veulent pas dans une situation quelconque avoir peur, ou ils ne veulent pas dans une situation quelconque être tout ému et pas être capable de réagir correctement. Bon, il y a un décès, ils voudraient bien être capables, ces personnes, de pouvoir fonctionner normalement, être capables d'être productifs quand même, mais ils sont pas capables, ils sont tout déséquilibrés, etc. Bon, ça, ce sont des gens qui sont complètement dans le mensonge de la personnalité, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas prendre de distance par rapport à ça. Mais un jour, par l'entraînement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'entraînement ésotérique, ils sont capables d'échapper un peu à ce mensonge. C'est-à-dire, ils réalisent que, oh, minute, je ne suis pas seulement des émotions, des pensées, etc. Je suis capable de contrôler ça parce que ça, c'est une réflexion. Et au-delà de ça, ben moi, je suis un ego. Et là, c'est tout le travail. Bon, c'est le travail de conscientisation. Les gens aiment ce mot-là, on peut l'employer. C'est le travail de progressivement ce contrôle de l'ego sur la personnalité. C'est la fameuse lutte dans Faust. Hein? Dans Faust, c'est ça. C'est la lutte entre le moi supérieur et le moi inférieur, entre le moi et le soi, chez certains auteurs. Bon, c'est cette lutte-là qui s'entraîne. Cette lutte-là, elle n'existe pas tant qu'on ne réalise pas qu'on n'est pas seulement une personnalité. Le primitif maximum, hein, qui vit presque comme un animal, c'est une personnalité pure. Il n'y a pas de combat en lui. Le spiritualiste, celui qui commence à s'intéresser aux questions spirituelles, qui se dit, ben peut-être que je suis un dieu en évolution, qui se pose des questions comme ça, là, le combat commence à s'amorcer. Et puis là, il y a la nature supérieure, il y a l'ego qui commence à vouloir gruger du terrain, il y a la personnalité qui veut garder son emprise. Et ça, c'est les longues années de douleur atroce qui mènent à l'initiation. C'est la douleur du combat constant, sans arrêt, perpétuel, entre l'ego et la personnalité. Jusqu'à ce qu'on réalise suffisamment que, bon, c'était une illusion, cette fameuse personnalité-là, et que moi, en tant que source de cette illusion, c'est-à-dire en tant qu'ego qui s'est réfléchi dans la matière, je suis capable de prendre le contrôle. Et là, le contrôle est pris, c'est les noces sumiques de Christian Rosenkreuz, c'est l'initiation dans sa forme globale. Ensuite, ben, il y a les autres étapes qui nous intéressent pas pour le moment parce que il y a déjà assez de maîtriser la personnalité par l'ego. Ensuite, l'esprit devra maîtriser l'ego, mais ça, c'est un autre problème. Bon. Mais déjà, on en est suffisamment à ce niveau-là. Les orientaux, qu'est-ce qu'ils disent? Les orientaux disent, notre corps causal, notre corps bouddhique, surtout notre corps atmique, ce sont des corps qui sont pas encore développés. Il faut les développer, il faut les affiner. En ésotérisme occidental, on dit l'ego, il faut le fortifier. Il faut que l'ego prenne le contrôle de la personnalité. On parle de la même chose. Dans la psychologie ésotérique, on dit il faut fusionner. La même chose, encore une fois, avec le double éthérique. C'est-à-dire, on doit être capable que cet ego puisse complètement réaliser que ce qu'il a produit, c'est lui-même. Bon, c'est exactement notre image du miroir de tout à l'heure. Lorsque vous vous regardez dans le miroir, si vous commencez à avoir peur de votre réflexion dans le miroir, c'est parce que vous êtes complètement dans l'illusion du miroir. Mais si un jour vous vous dites, ben, cette face-là qu'il y a dans le miroir, là, c'est ma réflexion, moi, en tant qu'être humain, vous avez plus de problème. Vous craignez plus le miroir parce que vous savez que le miroir, lorsque vous allez lever la main en haut, il va lever la main en haut. Complètement docile. Mais avant ça, avant que vous réalisiez ça, bon, mettez un miroir chez une peuplade primitive. Bon, on a fait ça avec les Esquimaux, les Indiens. Mettez des miroirs face à ces peuplades-là qui connaissent pas la mécanique du miroir, et puis ils vont trouver ça un miracle. Ils vont trouver ça un miracle, ils vont penser qu'il y a quelqu'un dans le miroir. Ils vont penser qu'il y a quelque chose d'indépendant dans le miroir qui existe. Bon. Ben, c'est exactement dans la situation dans laquelle l'homme se retrouve. On pense que sa personnalité, elle existe par elle-même. Mais si un jour, l'ego cessait de se réfléchir dans le miroir du mental, dans la 4e subdivision du monde mental, il n'y aurait plus rien dans la personnalité. Et c'est là que les religions avaient raison de dire « Souviens-toi, ô homme, que tu es poussière, que tu retourneras à la poussière. » Personnalité, c'est une poussière qui doit sa cohésion et qui doit sa réalité à l'esprit, à l'ego. Et dès que l'ego cesse de s'intéresser à la personnalité, il n'y a plus rien. Dès que l'esprit cesse de s'intéresser à l'ego, il n'y a plus rien. Dès que le logos cesse de s'intéresser à l'esprit, il n'y a plus rien. C'est pourquoi les Grecs mettaient au-delà de tout le logos.
Et disait, le logos, il est partout. Et du moment que le logos se tait, c'est-à-dire du moment que le verbe se tait, il n'y a plus rien. Mais c'était ça, véritablement, la connaissance. C'est-à-dire, du moment où l'ego se tait, il n'y a plus de personnalité. Du moment où l'esprit se tait, il n'y a plus d'ego. Du moment où le logos se tait, il n'y a plus d'esprit. Du moment où les plans supérieurs qui nous unissent à l'absolu cessent leur activité, il n'y a plus ces réflexions-là non plus. C'est ça le mensonge cosmique. Raphaël, ça a été extraordinaire tes explications. Fais-tu une nuance ou une différence entre le concept hindou de la Maya et le mensonge cosmique dont tu viens de nous parler? Bon, le concept hindou de la Maya, c'est une forme relativement primitive de ce qu'on pourrait appeler le mensonge cosmique. C'est-à-dire que la Maya, c'est une forme dans une compréhension ou dans une connaissance qui n'est pas encore pleine d'elle-même, qui n'est pas encore elle-même de ce qu'est le mensonge cosmique. Le mensonge cosmique, lorsqu'on parle du mensonge cosmique, lorsqu'on utilise l'expression de mensonge cosmique, on se réfère à un langage psychologique, ésotérique, on se réfère à un langage qui est lui-même autosuffisant. Lorsqu'on parle de la Maya dans un système oriental, bien à partir de ce moment-là, on est toujours en référence avec d'autres concepts et le concept de Maya n'est pas autosuffisant. Le concept du mensonge cosmique est autosuffisant. Éventuellement, l'individu va entrer dans un langage qui est autosuffisant, c'est-à-dire dans une connaissance qui est absolue, dans une connaissance qui est universelle. La Maya, c'est pas une connaissance universelle, mais ça se réfère à la même réalité. Disons que c'est une forme primitive d'un concept, c'est une forme primitive du concept du mensonge cosmique. Si le cerveau qui traite l'information qui est captée par nos sens fonctionne en potentiel à environ 10% aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la totalité de notre savoir est composée de 10% de vérité et 90% de mensonges? Non, parce que d'abord, c'est un mensonge de dire que le cerveau fonctionne à 10%. Il n'y a pas un seul homme qui sait quel pourcentage du cerveau fonctionne, etc. Ça c'est un premier mensonge. Mais si on veut jouer avec ce mensonge-là, c'est tout à fait juste que le cerveau actuellement est un cerveau qui transmet un rendement de sous-développé. Alors, notre cerveau actuellement, c'est une machine qui pourrait être extraordinairement supérieure, mais qui a un rendement de sous-développé parce que on ne lui transmet pas les énergies nécessaires pour le faire fonctionner. C'est comme si, prenez un phénomène, un appareil de climatisation. Bon, un appareil de climatisation, ça prend beaucoup de courant. Si vous le branchez sur une prise qui est déjà chargée, etc., vos fusibles vont sauter et l'appareil fonctionnera pas. Ça prend une source de courant importante. Le cerveau, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va drainer une certaine part d'énergie, mais il ne peut fonctionner qu'à la vitesse, qu'au rendement de l'énergie que vous lui mettez. C'est comme si vous avez un courant d'eau plus ou moins fort, les turbines vont avoir une force plus ou moins grande selon la force mécanique qu'il y a dans votre eau. Eh bien, de la même manière, ça se passe au niveau du cerveau. C'est pourquoi tous les ésotéristes enseignent qu'il faut faire monter l'énergie sexuelle le long de la colonne vertébrale, c'est-à-dire l'énergie créatrice en l'homme, pour amener l'illumination du cerveau. C'est-à-dire pour que cette énergie qui monte tout au long puisse en arriver à faire quoi dans le cerveau? Puisse en arriver à réactiver ou à activer une première fois les cellules, les neurones qui sont inactives ou à peu près. C'est-à-dire activer le lien qui existe parce que, bon, il y a une chose importante dont on a déjà parlé, mais puisque la question se pose, on va en reparler. Vous avez des neurones. Le cerveau est composé de neurones, de cellules nerveuses. Cellules nerveuses, en gros, c'est un corps cellulaire où il y a le noyau, c'est-à-dire le programme d'ordinateur de ce neurone. Vous avez ensuite des dendrites. Vous avez un axone et une arborisation terminale. Alors, ces neurones se succèdent un après l'autre. Ils forment des filages, un filage. Mais il n'y a pas de contact entre les deux cellules nerveuses. Et il y a une zone de libre-échange, si on veut, entre les dendrites d'un neurone et l'arborisation terminale de l'autre. Et lorsqu'il y a ce contact entre les deux, il se produit comment? Il se produit grâce, la science va vous le dire, grâce aux boutons qui se trouvent, aux boutons terminaux qui se trouvent dans l'arborisation terminale, qui dégagent des produits chimiques comme de l'acétylcholine, de la noradrénaline, des choses comme celle-là. Dans la pensée ésotérique, on va dire ceci. S'il y a communication entre deux neurones, c'est qu'il se crée un pont d'énergie entre ces deux neurones.
Et ce pont d'énergie entre les deux neurones, c'est cette énergie que vous puisez à l'intérieur de votre organisation des chakras, à l'intérieur de toute votre organisation vibratoire, vous faites monter en haut pour l'illumination de ce cerveau. Alors, plus vous faites monter d'énergie, plus il y a des ponts qui s'établissent entre les neurones et entre les différents neurones. Et vous augmentez le potentiel de communication et le potentiel de réception. C'est-à-dire que tranquillement, le cerveau devient lumineux. Parce que avant les étapes de fusion avec l'ego, il y a d'abord une illumination du cerveau. Avant la transfiguration, il y a l'illumination. Donc, progressivement, le cerveau devient irradiant. Et dans les années qui viennent, il va y avoir des choses très importantes à tenir compte. D'abord, faire monter cette énergie à l'intérieur du cerveau, sublimation de l'énergie sexuelle. Deuxième chose très importante dont on devra tenir compte, c'est l'alimentation. Dans l'alimentation, il faudra augmenter d'une façon significative le phosphore. Alors, lorsque on commencera à se nourrir de certaines plantes, de certaines substances qui contiennent plus de phosphore, on va augmenter la lumière de notre cerveau. Parce qu'oubliez pas qu'en grec, phosphore vient de phos, vient de lumière. Et c'est la substance chimique qui transmet cette lumière. Et là, l'homme vit dans ce qu'on appelle un mental illuminé, qui est une phase vers les états de conscience supérieurs où il se libère du mensonge cosmique. Alors, évidemment, le mensonge a, au niveau humain, une prise beaucoup plus grande. Et cette prise se rétrécit et diminue progressivement à mesure que le cerveau devient lumineux. C'est-à-dire que le cerveau s'active et qu'il peut devenir plus en contact, plus en fusion permanente avec l'ego, avec les plans supérieurs d'être-té. Mozart de l'ésotérisme, Raphaël Peyer, 22 ans. Merci beaucoup, Raphaël.